Voilà, donc on se retrouve a priori pour la dernière séance qui sera consacrée au bilan et bilan fonctionnel. Et après, on attaquera pour la semaine prochaine la partie du compte de résultat et notamment les SIG, les soldes intermédiaires de gestion qui sont encore là, une approche un peu comptable dans votre programme. Alors, ça sera la dernière purement comptable. Après, on s'attachera plus à des notions plutôt de gestion plutôt que de comptabilité. Et notamment, on verra le seuil de rentabilité, la rentabilité d'une entreprise, et ça, on devrait l'attaquer peut-être d'ici une semaine. À mon avis, la semaine prochaine sera consacrée à l'étude du compte de résultat et la semaine d'après, on attaquera la rentabilité de l'entreprise. Alors, on avait terminé la dernière fois sur les annales qui avaient été présentées en 2017-2018, il me semble. Et on va continuer, puisqu'on n'avait pas terminé. Je vais partager mon écran. Voilà, donc on avait fait le 2015, on avait fait le 2018, mais on n'avait pas répondu. On avait établi les différents indicateurs, fonds de roulement, besoin de fonds de roulement, trésorerie nette, et on avait fait notre contrôle par le fonds de roulement moins le BFR, et on avait pu vérifier que tout ça était OK. Donc on avait répondu aux questions 1.6 et 1.7 de l'exercice. Par contre, on avait sauté les questions 1.2 et 1.3 de ce même exercice, qui sont plus relatives notamment au chapitre que l'on avait pu voir sur les immobilisations. Et ici, on vous demande de justifier le calcul de la valeur nette comptable, donc des 119 880 euros. Donc, je vais ici vous indiquer sur quoi on travaille exactement. Voilà, on est sur cette partie-là. Voilà. On nous demande de justifier au niveau des immobilisations corporelles les sommes qui sont inscrites au 31 décembre de l'année 2017, donc à la clôture du bilan. Donc on a trois sommes. On a une somme brute, on a une somme d'amortissement qui est de 8 790 euros et on a une somme de 119 880 euros. Donc on vous demande d'expliquer la signification de la colonne amortissement dans un deuxième temps. Alors qui veut se lancer? Qui voudrait essayer de répondre, de justifier le calcul qui aboutit à la valeur nette comptable de 119 880? Comment justifier ce calcul et comment l'expliquer? Allez, ne dites pas que sur 23 personnes présentes, il n'y en a pas une qui veuille se lancer. Personne? Bon, bah, je vais le faire alors. Donc, nos 119 880 euros, ici, c'est donc, voilà, je vais le noter à côté, donc c'est la valeur nette comptable. La valeur nette comptable, et celle-ci, elle est issue du calcul de la valeur brute des immobilisations, c'est-à-dire 128 670, moins le montant des amortissements qui a été pratiqué depuis l'acquisition du bien, c'est-à-dire 7000 ou des biens, on ne sait pas si on a un ou plusieurs, et a priori, donc la valeur brute moins ici, moins les amortissements,
donne la valeur nette. Voilà l'explication que... donc on fait la question 1-2. Donc la question 1-2 nous disait justifier par le calcul la valeur nette comptable des immobilisations corporelles, donc par le calcul. Hein. Donc on faisait valeur brute, 128 670 moins amortissement, 8 790 égale valeur nette, 119 800. Voilà comment on pouvait justifier ici. Donc si on fait le rapprochement avec le chapitre qu'on a vu sur les immobilisations, la valeur brute, c'était notre base amortissable, hein, notre valeur à l'origine. Les amortissements, c'est la somme des annuités d'amortissement hein, qu'on calculait dans notre tableau à chaque fois qu'on faisait le cumul. Et la valeur ici qui est inscrite en net, c'est la VNC, la valeur nette comptable, dernière colonne de nos tableaux d'amortissement. Alors je vais regarder la question qui m'a été posée, je l'ai vu passer furtivement. Lorsqu'on répond à ce type de question, on fait simplement un calcul, nous peut-on également préciser les choses par écrit. Alors, ici, on vous demande de justifier par le calcul. Donc, a priori, on n'attend pas une explication aussi longue. Par contre, on peut simplement faire le calcul tel que je viens de l'indiquer ici, d'accord, et puis faire une phrase en disant la valeur nette, c'est la valeur à brut diminuée des amortissements, tout simplement. Hein. Mais vraiment, il ne faut pas rentrer dans le détail de l'explication puisque ça n'est pas demandé et a priori, ça ne va pas vous ramener plus de points. Hein. Voilà, tel que je l'ai montré ici, avec juste une phrase, la valeur nette, c'est la valeur brute moins la somme des amortissements déjà pratiqués. Pas de souci là-dessus. Ensuite, par contre, on vous demande de justifier la signification de la colonne amortissement du bilan. Et là, par contre, il va falloir répondre en faisant une ou deux phrases. Bon, alors, on n'attend pas un roman non plus. Hein. La colonne amortissement-dépréciation, c'est la perte de valeur du bien due à son utilisation, en tout cas pour les amortissements. Donc c'est la perte de valeur du bien due à son utilisation. Voilà ce que représente l'amortissement. Ensuite, on vous demande de déterminer le montant dû par les clients au 31 décembre. Où va-t-on pouvoir trouver cette donnée dans le bilan? Allez, répondez-moi. Au niveau des créances, exactement Isabelle. Donc on va le retrouver au niveau des créances clients. Et le montant des créances clients s'établit à 14 560. C'est la somme qui est due par les clients, qui a été facturée aux clients, mais qui n'est pas encore réglée, tout simplement parce que les clients ont un délai pour payer. Donc, ici, pareil, hein, on n'avait pas besoin de faire de phrases ni d'explications. On vous demande de déterminer le montant dû par les clients au 31 décembre. Le montant dû est de 14 560, que l'on retrouve dans la case créance client. Voilà, une simple phrase suffisait. Donc, vous voyez que ce n'est pas très dur, a priori, avec ce que l'on a vu. Vous êtes largement capable de répondre aux différentes questions en étant simple, concis et direct. Alors, regardons maintenant l'annale. Donc, l'annale 2015, on l'avait fait en entier. L'annale 2018 qui vous est présentée, le 2017, pardon. Alors, je n'ai pas repris les éléments de contextualisation, je ne me souviens même plus exactement le contexte, mais dans tous les cas, sur une des parties, on vous donnait le bilan. Et ici, on vous demandait rien concernant le bilan fonctionnel, mais on vous posait un certain nombre de questions pour savoir voilà, si vous savez lire le bilan. D'accord ? Alors ici, on voit qu'on n'a pas les colonnes brutes, nettes et amortissement. On doit considérer, quand on ne vous met pas... Oui, Salma, allez-y, je vous écoute.
D'accord. En fait, monsieur, enfin, quand on faisait l'exercice enfin, de la signification de la colonne des amortissements par dépréciation du bilan, vous avez parlé de la case des créances clients. J'ai pas compris le rapport, en fait. Alors non, quand j'ai parlé de la case des créances clients, je répondais à la question 1.3, c'est-à-dire déterminer le montant dû par les clients au 31 décembre 2017. D'accord. Ah, d'accord. Merci. Les créances clients n'ont rien à voir dans la signification qu'on a pu avoir. Hein. D'accord. Donc, quand je parle des créances clients, je réponds à la question 1.3 et on a déterminé le montant à 14 560. Donc ici, vous voyez donc que dans ce bilan tel qu'il est présenté, euh, encore une fois, c'est pour aussi regarder un peu les modes de présentation. Bon, il est plutôt conforme à ce qu'on a l'habitude de voir, sauf qu'ici, on voit qu'on a 2 années qui sont présentées, d'accord, qu'on n'a pas de détail de l'actif immobilisé, qu'on n'a pas de détail des capitaux propres. Donc, on ne connaît pas le capital, le résultat, ni les réserves, ni le report à nouveau. Tout simplement parce qu'on ne va pas en avoir besoin pour l'exercice. Dans l'actif circulant, on retrouve les stocks, les clients, donc créances clients, hein, la banque qu'on assimile aux disponibilités, et au niveau des dettes, on a les dettes financières et les emprunts, on a les dettes fournisseurs et on a les dettes fiscales et sociales. Donc, plutôt une présentation relativement simple du bilan qui regroupe, qui ressemble fortement à ce qu'on a pu voir. Malgré tout, on voit qu'il n'y a pas les colonnes brut, net et amortissement, enfin plutôt brut, amortissement et net. Quand on ne vous les donne pas, les montants qu'on vous indique, ce sont obligatoirement des montants nets. Alors, obligatoirement. S'il n'y a rien indiqué, s'il n'y a qu'une seule colonne, c'est que c'est uniquement les montants nets. Alors, nous, on va répondre aux questions dans un deuxième temps, mais ce que je vais vous demander, c'est très rapidement, en 5 minutes, hein, parce que maintenant, normalement, c'est quelque chose que vous devez savoir faire assez rapidement, c'est d'établir le compte de résultat, pardon, le bilan fonctionnel, même si ce n'était pas demandé ici, hein, mais le bilan fonctionnel de l'année 2016 et le bilan fonctionnel de l'année 2015. On ne va pas prendre plus de 5 minutes pour le faire, puisque normalement, c'est quelque chose maintenant que vous devez savoir faire. Voilà, donc je vous laisse 5 minutes pour établir les deux bilans fonctionnels et on pourra en déduire évidemment nos chiffres clés, que sont le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette.
Allez, je vais faire le corrigé. J'espère que vous avez terminé. Normalement, il ne faut pas beaucoup plus de temps. Les calculs n'étaient pas très compliqués. C'était juste vraiment pour d'avoir vraiment les bons réflexes euh, et surtout ne plus faire d'erreurs. Normalement, je pense que vous devriez avoir tous bon, hein. Alors, je vais commencer par 2015, m'occuper ici des ressources stables. Donc, pour mes ressources stables, je vais ajouter les capitaux propres, c'est-à-dire 14 000 euros. Les emprunts, 20 100 euros. Donc, j'aurai un montant de ressources stables de, ici, 34 000 euros. Dès qu'il y a un souci, dès que quelqu'un n'a pas compris le calcul, il me le dit, hein. Ici, concernant les ressources, les emplois stables, pardon, on va juste reprendre le montant de l'actif immobilisé pour 15 500. Concernant les emplois circulants, on va ajouter les stocks et les clients. Donc, on prend l'ensemble de l'actif circulant, sauf les disponibilités, ici, sauf la banque. Donc, ici, j'aurai 21 800 plus 15 500. C'est plus facile à lire comme ça. Concernant les ressources circulantes, je vais ajouter les dettes fiscales et les dettes fournisseurs. Ici, il n'y a pas de dette fiscale en 2015, juste 6 200 de dettes fournisseurs. Concernant la trésorerie active, ce sont donc les disponibilités, 2100 euros. En trésorerie passive, je n'ai rien. Voilà pour 2015. Concernant l'année 2016, même méthodologie. Donc, je vais reprendre ici, au niveau de l'actif, des ressources stables, le montant des capitaux propres, 21 800, plus le montant des emprunts, 17 200. Pour les emplois stables, je vais reprendre les 14 200 ici des immobilisations. Concernant les emplois circulants, 21 800 plus 15 500. Confondu les deux années ici. Les ressources circulantes, oui, 7200 plus 7300. Concernant la trésorerie, 800 euros ici. Et
n'y a pas de trésorerie. Voilà, je vais donc pouvoir maintenant calculer mes différents ratios. Pour le fonds de roulement, pour l'année 2015, c'est égal ici aux ressources stables moins les emplois stables. Quel est le besoin fonds de roulement? Le fonds de roulement, pardon, ressources stables moins emploi stable, 15 800. Au niveau du besoin en fonds de roulement, alors je vois vos messages qui clignotent. A priori, j'ai peut-être fait une erreur en confondant 2015 et 2016. Je vais contrôler tout simplement. Vous allez voir, parce que moi je ne comprends pas les ressources circulantes pour 2016. Je réponds à vos questions. Je finis mon 2015, d'accord? Et s'il y a une erreur, je vais vite le voir, hein, de toute façon, grâce à mon contrôle. Et puis ensuite, je réponds à vos questions. Donc le besoin en fonds de roulement, il est égal aux emplois circulants, moins les ressources circulantes. Donc, je vais avoir ici un besoin qui s'établit à 2000. Ici, ma trésorerie, 2100, 0, 2100. A priori, je n'ai pas fait d'erreur puisque j'ai une trésorerie nette qui est égale, quand je fais mon contrôle, FR moins BFR. Alors, concernant l'année 2016, même méthodologie, les ressources stables, les emplois stables, l'un diminué de l'autre, 28 400. Concernant le besoin en fonds de roulement, les emplois circulants, moins les ressources circulantes, voilà. Concernant ma trésorerie, 800, 0, 800. Je regarde mon contrôle et je m'aperçois que je n'ai pas le même chiffre. Donc ça veut dire que j'ai un problème. C'est peut-être ce que vous me signalez. Alors je vais vérifier mes chiffres. Vous voyez que mon contrôle il sert à quelque chose. Hein. J'ai fait une erreur simplement là, certainement de lecture de chiffres. Et je peux le voir grâce à mon contrôle. Donc je vais aller contrôler mes chiffres. Ici, pour 2016, 39 000, ça me paraît correct. Ici, ça me paraît correct. Ici, 21 800 plus 15 700, ça nous fait bien 20. Et c'est sans doute ici qu'il y a un souci. J'ai oublié de rajouter. Je n'ai pas pris le bon chiffre, effectivement. 7300 plus 6000. Est-ce que ça va aller mieux de l'autre côté? Ça va toujours pas mieux. Alors, En fait, monsieur, vous avez trompé, enfin, je crois. Vous ouais, avez pris la donnée de 2015 au lieu de 2000, enfin, 2000, enfin, vous êtes, je crois que vous avez... ok. Alors, voyons ça, qu'est-ce que j'ai pris? A priori, j'ai pris ça, c'est bon. 14 002, c'est bon. 37 000, c'est ici où ça va pas. J'ai pas pris le bon chiffre. Voilà. Désolé, ces petites erreurs. Mais au moins, mon contrôle m'a servi à quelque chose. Je me suis aperçu que j'avais fait des petites erreurs, ici des petites confusions d'années. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou il y avait... Est-ce que les questions que j'ai vues passer, c'était relative à l'erreur que j'avais faite? S'il y avait d'autres choses, vous n'hésitez pas. Alors, si tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « Je ne comprends pas votre calcul », si, je ne comprends pas le contrôle. D'accord.
Je vais vous réexpliquer le contrôle. Le contrôle ici, fonds de roulement moins BFR, euh, il n'est pas forcément à faire, hein, on est d'accord, il ne fait pas partie. Moi, c'est un petit astuce que je vous donne pour pouvoir contrôler vos calculs de besoin en fonds de roulement, de fonds de roulement, de trésorerie nette. Tout simplement, quand on sait, quand on a regardé les choses, et le contrôle, il s'explique finalement. On sait que je vais avoir de la trésorerie qui va être générée parce que j'ai plus de financement que de besoins en termes d'immobilisation. Ça, c'est le fonds de roulement. Et ce fonds de roulement, il me sert à assurer mon cycle d'exploitation. Mon cycle d'exploitation génère un besoin. J'ai besoin de liquidité pour faire tourner ma boîte. Et donc, quand j'ai de l'argent et que j'ai des besoins, à la fin, ce qui va rester, obligatoirement, c'est ma trésorerie. C'est pour ça que le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, donc ce que j'ai moins ce dont j'ai besoin, le solde, c'est ce qui reste sur mon compte en banque. Et la trésorerie, on sait que c'est relative aux disponibilités. Et ici, ça sera représenté par la trésorerie nette. C'est pour ça que le FR moins le BFR, c'est toujours égal à la trésorerie nette. Parce que c'est ce qui me reste finalement. C'est comme si vous aviez en début de mois 3 000 euros, que vous avez des besoins qui s'évaluent à 2 500 euros. À la fin du mois, il reste 500 euros. Donc, voilà. Donc, soit vous regardez sur votre compte en banque, il est marqué 500 euros, c'est votre trésorerie nette. Ou soit vous dites, bah, tout ce que j'ai touché, moins tout ce que j'ai dépensé, ça doit être égal obligatoirement à votre trésorerie nette. Vous prenez vos tickets de caisse, et puis si vous n'avez rien perdu, normalement, c'est égal à votre trésorerie nette, à ce qui reste sur votre solde en banque. Le principe ici est identique. J'ai un fonds de roulement au départ, j'ai des besoins qui sont liés à mon exploitation, et à la fin, si le fonds de roulement était plus important que mes besoins, j'aurai une trésorerie qui est positive, une trésorerie nette qui sera égale à mes disponibilités. Dans le cas contraire, chose que l'on n'a pas évoquée, dans les différents cas que l'on a vus, il se peut aussi que vous ayez un fonds de roulement qui soit inférieur aux besoins. Donc imaginez-vous, l'entreprise dispose de 10 000 euros et en fait elle a besoin de 12 000. Donc à la fin, elle arrive à moins 2 000. Donc dans ces cas-là, eh ben, souvent on va demander de proposer des choses. Ce que l'on remarque ici, dans notre cas, alors on ne peut pas répondre alors, on peut simplement dire l'évolution, hein, enfin, on ne peut pas commenter l'évolution, parce qu'en fait, il y a des choses avant dans le sujet qui vous permettent de commenter l'évolution. Donc ici, on ne va pas pouvoir répondre à cette question, ni identifier les causes de ces évolutions. Alors, commenter l'évolution, bah, aussi, on voit bien qu'il y a une augmentation des créances clients entre 2015 et 2016 et une baisse de la trésorerie entre 2015 et 2016. On passe de 5 500 à 15 500 pour les créances clients. Donc, c'est-à-dire que les clients, je leur laisse beaucoup plus de temps pour payer, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'argent dehors, ce que représentent les 15 500 en 2016. Ce qui fait que l'argent qui est dehors n'est pas sur mon compte en banque. Voilà pourquoi aussi la trésorerie baisse. Identifier les causes, ça, on ne peut pas le faire puisque c'est lié au changement d'activité, au changement de cible client de l'entreprise. Et par contre, proposer des solutions quand j'ai besoin d'argent. Quelles sont les solutions qui peuvent éventuellement ici faire baisser mon besoin en fonds de roulement? Ici, en 2016, je vois que j'ai un besoin. On avait un besoin de 16 000 et en 2016, j'ai un besoin qui est plus important. J'ai un besoin de 15 000, de 21 000. Négociation avec qui? Qu'est-ce que vous voulez négocier? Demande de facilité de caisse. Première proposition, effectivement. Négociation auprès. Attendez, calme. Négociation auprès des fournisseurs. Très bien, mais dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez obtenir auprès de vos fournisseurs? La réponse est bonne, hein. Il me manque le complément. Il me manque la finalité de votre réponse. Donc ici, je vais le noter quand même. Repousser les délais 8 rosiers à réseau, c'est une bonne idée. Décaler les paiements. Voilà, oui, effectivement.
il faut négocier avec ses fournisseurs pour obtenir plus de délais de paiement. D'accord? C'est-à-dire que si aujourd'hui, avec mes fournisseurs, en moyenne, j'ai un délai de paiement de 30 jours, je vais négocier avec eux pour repousser le délai à 45 jours ou 60 jours. C'est une très bonne solution. Recourir à l'emprunt, c'est aussi une bonne solution. D'accord? Recourir à l'emprunt ne va pas faire baisser mon BFR, mais va augmenter mon fonds de roulement, puisque les emprunts, c'est dans cette partie-là. Donc, on va augmenter le fonds de roulement, mais on ne va pas baisser le besoin. Mais c'est une solution encore, puisque la finalité, c'est de rattraper de la trésorerie. Autre solution que vous avez, en agissant non pas sur vos fournisseurs, mais en agissant sur qui? Le besoin en fonds de roulement, il prend en compte qui? Les fournisseurs, ok. Les clients aussi, Les demander aux clients, clients de raccourcir leur délai de paiement. voilà, exactement. Donc, c'est raccourcir les délais de paiement client, augmenter les délais de clients, les délais de fournisseurs. Et dernier point qui agit sur le BFR, les points qui agissent, les postes du bilan qui agissent sur le BFR voilà, sont ceux-là pour 2015 et 2016. Ça agit sur mon BFR. Donc le but, il faut que ça se réduise. Et oups, pas pris la bonne chose. Et ça agit sur le BFR. Donc on a deux choses qui agissent sur le BFR, deux choses que j'ai encadrées. Donc il faut faire baisser la partie qui est de l'actif, d'accord, et il faut augmenter la partie qui est du passif. Donc ici, on a dit que pour augmenter le passif, il fallait demander plus de délais à ses fournisseurs. Alors, au niveau des dettes fiscales et sociales, on ne peut pas agir, parce qu'il est très rare de pouvoir obtenir des délais de paiement, ou dans tous les cas, ce sera des délais de paiement qui vont induire des intérêts et des pénalités de retard, mais il est difficile d'agir auprès de l'administration fiscale ou auprès des organismes sociaux. Par contre, avec nos fournisseurs, ça peut être une négociation qui est de nature commerciale et on va leur demander plus de délais. Avec nos clients, on va avoir la même négociation, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va leur demander de raccourcir les délais. Et ensuite, dernier point sur lequel que vous n'avez pas évoqué a priori, vous voyez que nos stocks ont augmenté. On passe de 17 200 à 21 800, donc il y a une augmentation de 4 600 euros, qui est une augmentation relativement conséquente. Hein, donc ici, on a peut-être aussi à mieux gérer les stocks, à avoir des stocks un peu plus tendus, évidemment si l'activité le permet, hein, de façon, encore une fois, à pouvoir baisser cette partie d'emploi circulant. Voilà effectivement le type de réponse qu'on attendait. Augmenter d'un côté et baisser de l'autre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Donc là, on a agi sur le besoin en fonds de roulement. Si on devait agir sur le fonds de roulement, celui qui prend en compte donc ces parties-là, ici en rouge, on agit sur le fonds de roulement, en bleu, on agit sur le besoin en fonds de roulement. Donc ici, dans le sens inverse, on va chercher à augmenter la partie. On va chercher à augmenter la partie du passif, celle qui concerne les ressources stables. Et ça, vous avez donné la solution tout à l'heure, une partie de la solution, soit passer par un emprunt, d'accord. Donc, augmenter la partie ici, emprunt et dette auprès des établissements financiers, ou augmenter la partie des capitaux propres et notamment la partie capitale.
je vous rappelle hein, que le capital, c'est la mise au départ qui a été faite par les différents associés ou par l'associé unique. Eh ben, on va demander aux associés ou on va proposer à l'associé unique de remettre de l'argent dans la société de façon à augmenter le capital. Alors là, l'augmentation, c'est les capitaux propres. Donc dans les capitaux propres, ici, je vous rappelle qu'on a trois choses. On a le capital, on a les réserves, on a le report à nouveau et on a le résultat. Donc ici, il est peu probable, puisque les opérations de recapitalisation, ce n'est pas des opérations courantes, d'accord? Ça, le total de tout ça, ce sont ce qu'on appelle les capitaux propres. Donc il est peu probable que les capitaux aient déjà été augmentés. Je pense plutôt que c'est le résultat qui a été, qui a certainement augmenté, puisque en fait, dans le contexte, c'est une entreprise qui s'est fortement développée et qui a aussi trouvé une nouvelle cible client qui paye plus tard. D'accord? Et donc, certainement, leur développement a fait que leur bénéfice, donc leur résultat a augmenté. C'est lui, certainement, qui explique la différence, même si on ne peut pas en être sûr, mais a priori, je pencherais plutôt par une augmentation du résultat ou une mise en réserve du résultat. Ça marche pour tout le monde? Il n'y a pas d'autres questions? Alors, je vais juste faire une petite flèche pour dire que ça correspond à ça. Voilà. Et comme ça sera bien expliqué. Donc, je vous propose pour les dernières 20 minutes de se faire un petit jeu. Hein. On n'a pas eu souvent l'occasion de, ensemble en tout cas, de faire des caoutes. Donc, tiens, bon, on va en faire un en direct. On va se laisser, a priori, il ne faut pas 2 heures pour le faire, hein, mais 10 minutes vont suffire. Je vais partager mon écran pour vous donner le code. Voilà. Donc, on a déjà fait ce type d'exercice ensemble hein, au début de l'année. Voilà, donc le code PIN que vous devez saisir pour faire le caout, c'est donc 09 88 735. 09 88 735. Je vous laisse, si quelqu'un a un souci, qu'il me le dise, d'accord? Et puis on se laisse aller une toute petite dizaine de minutes pour le faire. A priori, ça ne prend pas 10 minutes, hein, maintenant que vous vous connectiez, etc. Je vous laisse donc faire tout ça. Non, on ne trouve pas le lien sur Net. En plus, vous tapez Kahoot sur votre ordinateur et Monsieur, excusez-moi. En fait, à l'examen, si on nous demande de faire le bilan fonctionnel, et ben, en fait, on doit faire tout le travail qu'on vient de faire, tout le tableau, etc., etc. en général, hein, comme je l'avais dit la fois dernière, euh, les tableaux vous sont donnés. Au moins le tableau du bilan fonctionnel, en général. Hein. D'accord, merci. Mais effectivement, vous devez retravailler, vous devez refaire les additions. Le code, donc pour ceux qui passent par l'ordinateur, hein, vous tapez Kahoot dans votre barre de recherche et c'est le premier, hein, c'est où on met Enter Code PIN. Et le code, je le redis, 09 88 735.
09 88 735 exactement. Je vois qu'il y a déjà 8 joueurs Monsieur, d'inscrits. excusez-moi, vous pouvez répéter le code s'il vous plaît, ça m'erreur. 09 88 735. Oui, oui, vous y allez chacun à votre rythme, hein. Ça ne va pas prendre 2 heures, mais c'est pas une question de rapidité. En tout cas, pas pour moi. Bravo, Roxane.
reste Fiona et Élise qui n'ont pas terminé. Alors, est-ce que Fiona et Élise vont terminer ou ont eu un souci? Parce que je vois que vous êtes notamment pour Élise. Monsieur, ça me stresse le temps. Pourtant, vous aviez 1 minute, problème de connexion. Ok, Élise, c'est pour savoir simplement si si je vous attends pour la correction ou pas. Vous aviez 1 minute par question. Donc, il y a largement le temps de. Bien sûr que c'est qu'un jeu, évidemment. C'est une stressée de la vie, Alicia? Alors, on va passer à la correction. Alors, bravo à Roxane qui nous a fait un 100%. Erin, Yvonne, Alexandra, Natacha, Lucie, voilà, vous découvrez un peu vos scores. Bravo Roxane, oui, bravo Roxane, 100%, c'est bien, hein. Et en sachant que, a priori, Elise a eu un problème de connexion. Donc, elle n'a pas pu terminer. Alors, on va passer en revue les questions. Bon, ce qui est évident pour tout le monde, je ne reviendrai pas dessus. Mais donc, ça permettait, voilà, au niveau du bilan, est-ce que vous avez bien vu ce qu'il en était? Ça me permettra de voir éventuellement si c'est juste une petite erreur. Donc, la première question, on vous disait que voilà, il y a un de ces éléments qui ne concerne pas le bilan. Quand vous parlez des actifs, des immobilisations corporelles, donc ça, on le retrouve à l'actif du bilan, pas de souci. Du capital, on le retrouve au passif dans les capitaux propres, pas de problème. Les disponibilités font partie de l'actif circulant. Par contre, on n'a jamais vu dans notre bilan la notion de chiffre d'affaires. On en a parlé, mais certainement pas à propos du bilan, plutôt à propos du compte de résultat. C'est bon pour vous, Charles, au niveau de l'explication? Et Eugénie, d'accord, ok. Question suivante. Si le résultat de l'entreprise est négatif, cela signifie que l'entreprise est bénéficiaire, donc ça veut dire qu'elle a fait du bénéfice. Ben non. Si justement le résultat est négatif, ça ne peut pas être du bénéfice. Que l'entreprise a de nombreuses dettes, ça n'a rien à voir. Que les clients n'ont pas réglé leurs factures, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que l'entreprise a bien généré une perte. Si le résultat est positif, c'est du bénéfice. Si le résultat est négatif, c'est qu'on parle de perte. C'est bon, Alicia? Surtout s'il faut une explication, c'est le moment, hein. Il faut nous demander. Il ne faut surtout pas hésiter. Alors, question suivante. Là, vous demandez si c'était faux ou vrai. Et là, effectivement, alors pour beaucoup,
vous vous êtes trompé sur cette question, souvent, hein, quand même. Alors, l'actif représente le patrimoine de l'entreprise. Donc, effectivement, l'actif représente bien le patrimoine de l'entreprise, tout ce que l'entreprise possède. Et c'est comme ça qu'on avait défini le bilan au départ. Alors, l'actif net et le passif sont toujours égaux, ne sont jamais égaux. L'un est positif et l'autre est négatif. Aucune réponse n'est exacte. Ah non, ils sont toujours égaux. Hein. Vous vous souvenez que le bas de l'actif net et le bas du passif sont deux chiffres que l'on remet à égalité en compensant souvent par le résultat, parce que obligatoirement, tout ce qu'il y a d'un côté, on le retrouve de l'autre. Donc effectivement, le passif, l'actif net est toujours égal au passif. Il sera impossible que ce ne soit pas égal. L'actif est composé, entre autres, de l'actif circulant, de l'actif statique, de l'actif mobile, de l'actif des biens. Bon. Je ne sais pas qui a pas eu bon à cette question, mais elle est quand même assez facile. Hein. D'accord? Pauline, je pense que c'est peut-être juste une petite erreur là. Hein. En tout cas, j'espère. Depuis le début, depuis maintenant 3-4 séances, on parle bien de l'actif, entre actif immobilisé et actif circulant. Alors, le capital fait partie de l'actif. Pareil, hein, capital dans le passif au niveau des capitaux propres. Les disponibilités comprennent entre autres, donc les disponibilités, c'est quoi? C'est la caisse et la banque. Donc ici, on vous proposait les dettes fournisseurs, le résultat ou les stocks. Les disponibilités, je répète, à l'intérieur de disponibilités, on a la caisse, l'argent liquide que possède l'entreprise, plus le solde de créditeurs des comptes en banque. L'acquisition d'un véhicule est inscrite dans les immobilisations. Bah oui, financière, pardon, j'ai pas vu jusqu'au bout, excusez-moi. Non, c'est pas une immobilisation financière, c'est une immobilisation corporelle. Hein. C'est bien un bien que l'on peut toucher. Et je vous ai dit, en général, on ne va pas trop vous interroger sur les immobilisations financières. Vous l'avez vu, ce sont des choses bien, bien particulières quand même. Et vous l'avez vu dans les exemples, jamais on a parlé d'immobilisation financière, ou en tout cas, il n'y a jamais rien eu qui a été demandé sur les immobilisations financières. Donc, l'acquisition d'un véhicule, comme l'acquisition d'un ordinateur, d'un bâtiment, d'une machine-outil, tout ça fait partie de l'actif corporel. Les dettes fiscales font partie de l'actif, des capitaux propres, de l'actif immobilisé ou du passif. Donc au niveau du passif, on a trois grands postes bien souvent. On a les emprunts, on a les dettes fournisseurs et on a les dettes fiscales et sociales. Donc tout ça se retrouve dans les dettes de l'entreprise et c'est bien du passif. Les créances clients, c'est les factures clients non réglées, le chiffre d'affaires, les factures clients à établir où aucune réponse n'est exacte. Ici, les créances clients, c'est ce que nous doivent les clients. Donc, ça représente bien les factures clients qui ne sont pas réglées. Et enfin, la dernière question. Qui met du temps à venir. Ça m'a l'air de bugger sur la dernière. Donc, sur la dernière question, on vous donnait. Ah, voilà. On vous disait, voilà, si le capital est égal à 10 000 euros, les réserves à 30 000 euros, et les capitaux propres sont égaux à 50 000 euros, alors le résultat est égal à 90 000 euros.
Donc 10 000 euros de capital, 30 000 euros de réserve, en sachant que le capital, réserve et résultat sont égales aux capitaux propres. Donc il me manque 10 000 et non pas 90 000. Donc j'aurai dans le haut du passif de mon bilan, capital 10 000, plus réserve 30 000, ça nous fait 40 000, plus résultat 10 000, ça nous fait 50 000 de capitaux propres au total. Alors, ici, il faut bien comprendre, comme je l'ai dit justement dans l'exercice précédent, que les capitaux propres, c'est capital plus réserve plus résultat. Voilà pour ceci, en sachant que la dernière question, il n'y avait que 6 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. C'est plutôt pas mal pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Y a-t-il des questions? La dernière question qui était la plus dure. Non. Bon, et ben voilà, la semaine est terminée. On va pouvoir aller manger, passer un bon week-end. C'est tout bon? Oui, tout est bon. Ok, bon, bah alors on se quitte là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.